Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Topo. Cette vidéo traite de la discrimination positive comme réponse aux inégalités de genre. On a posé cette question à des étudiants du NIMAI ainsi qu'à Marilène Leber, sociologue à l'Institut des études genre à l'Université de Genève. Bonjour Marilène Leber. Alors, très brièvement, est-ce que la discrimination positive est une solution pour vous ? Alors, on va dire que c'est la solution la moins mauvaise possible. C'est-à-dire qu'on est face à une ambivalence. Si on ne fait rien, eh bien, on continue de laisser ces discriminations avoir cours. En même temps, c'est des politiques qui ne sont jamais complètement satisfaisantes, puisqu'on va pouvoir avoir l'impression finalement que c'est plus par rapport à notre catégorie qu'on va avoir accès à quelque chose. Et donc, il y a un risque, en fait, d'essentialisation, de dire, que toutes les femmes, en fait, elles ne seraient pas capables ou elles n'auraient pas les positions. Donc, on est vraiment dans une gestion de ces ambivalences. Et c'est pour ça que je parle de solution la moins mauvaise possible, parce que si on ne fait rien, eh bien, on laisse aussi ces discriminations avoir cours. On est allé à la rencontre des étudiants pour leur poser des questions sur le sujet. On leur a demandé ce qu'ils pensaient des quotas, également des quotas dans les entreprises, mais dans les administrations aussi, et aussi dans la politique, évidemment. Donc du coup, on regarde ça ensemble et puis on écoute vos commentaires juste après. Et si c'est, on va dire, de ne pas prendre les qualifications professionnelles en compte et seulement s'intéresser au fait que ce soit un homme ou une femme, je trouve ça pas juste parce qu'on devrait prendre en compte leur CV, leur expérience professionnelle et tout ça. Moi, je pense que oui, mais dans la mesure où elles sont quand même prises pour leurs compétences et pas juste parce que c'est des femmes. Parce que dans ce cas-là, je trouve qu'on retombe dans une autre inégalité. En tout cas, j'ai entendu dire que dans certaines entreprises, ils vont prendre des femmes juste parce que c'est des femmes et que du coup, il faut un quota. Et déjà, de un, je trouve ça hypocrite. Et après, je trouve que oui, il faut ça, mais dans la mesure où c'est justifié, quoi. Alors c'est toujours le même argument qui est mis en avant, c'est de dire non, en fait on veut des personnes qui ont des compétences et on ne veut pas nommer une femme parce qu'elle est femme. Et d'ailleurs il y a beaucoup de femmes qui elles-mêmes disent je veux qu'on me nomme pour mes compétences et pas parce que je suis une femme. Mais en fait il va de soi que ce genre de politique, on ne va pas prendre n'importe qui et que c'est toujours à compétence égale. Mais parce qu'on sait aussi que quand on sélectionne quelqu'un, on sait aussi que quand on doit choisir entre deux personnes, et bien souvent des caractéristiques masculines vont davantage correspondre finalement aux valeurs ou en tout cas à une idée qu'on a de la compétence. Et donc c'est vraiment très important à ce niveau-là justement de se rendre compte que ces politiques sont toujours mises en place parce qu'elle a une formation qui est équivalente, parce qu'elle a une expérience qui est tout aussi valable. Et en fait c'est important par exemple de regarder justement dans les administrations, dans les entreprises, qui sont les personnes qui ont accès justement aux postes les plus valorisés. Et quand on regarde, on se rend compte que c'est toujours un peu un même profil d'hommes, que pour les femmes, il y a une sorte de plafond de verre, qu'elles ont davantage de peine sur le long terme finalement à accéder à ces positions les plus valorisées. Et donc c'est bien pour ça que ces questions de quotas viennent tenter en tout cas de changer ces résultats. Oui, évidemment. Ça dépend encore une fois le sujet, mais je veux dire, pas là, si on veut parler d'un sujet comme la procréation médicalement assistée ou l'avortement, oui, des femmes sont sont mieux adaptées à parler de ce sujet-là, contrairement aux hommes. Après, tout ce qui est les sujets d'économie, de société, pour moi, les deux sont aptes à en parler. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu une proéminence des hommes dans la politique, mais que ça tend à changer aujourd'hui naturellement, si je veux dire. Moi, je pense que pour représenter quelque chose, il faut le vivre. Par exemple, je dis pas qu'il n'y a pas d'hommes féministes ni quoi que ce soit, bien sûr, mais il y a, les discriminations, quand on les vit, on est plus apte à comprendre. Par exemple, une femme va peut-être plus en pâtir avec le problème d'une autre femme qu'un homme envers une femme. Moi, j'ai un peu ce problème-là parce que j'ai un frère. Et du coup, il comprend pas vraiment pourquoi, de temps en temps, j'ai peur de rentrer tard chez moi le soir. Et ça, ils comprennent pas, alors que, par exemple, ma meilleure amie, là, elle pourrait mieux comprendre, vu qu'elle aussi, elle l'a vécu. Alors la question des quotas, elle nous intéresse depuis longtemps, puisqu'on se rend compte qu'effectivement,
enfin encore dans beaucoup d'assemblées politiques, ça reste extrêmement masculin, et que là encore, les quotas permettent finalement de faire accéder à certaines femmes, à ces positions d'élus politiques, et puis montrer que finalement, par l'expérience, parce qu'on accède à ces fonctions, eh bien, on va pouvoir acquérir l'expérience qui vous permet, comme tout un chacun, quand on commence en politique, on est moins bon que quand on a fait 10 ans ou 15 ans de politique. Et puis je crois que comme le disent très bien les personnes dans le petit reportage, en fait, évidemment, toutes les femmes ne sont pas féministes, les femmes ne sont pas plus à même forcément toutes les femmes ne sont pas plus à même de représenter toutes les femmes, puisqu'on sait aussi que les femmes sont très différentes, qu'il y a plein de catégories de femmes, etc. Mais en même temps, il y a une certaine communauté d'expérience, une certaine position sociale, justement, qui sans doute permet justement d'avoir des formes de sensibilité et d'amener certaines questions sur la place politique que d'autres n'auraient pas, peut-être, auxquelles ils n'auraient pas pensé, simplement. Sur le site de la CUAE, ils ont changé justement, ils ont mis tout au féminin. Au lieu de tout garder au masculin ou même de faire l'écriture inclusive, ils ont juste tout mis au féminin. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de tout changer ou plutôt garder l'écriture inclusive ? Et c'est vrai que je ne mettrais pas forcément un genre au-dessus de l'autre, comme je disais tout à l'heure, pas tout remplacer, tout ce qui est masculin doit devenir impérativement féminin, ou que garder de masculin et complètement oublier le féminin. Pour moi, c'est vraiment un équilibre à avoir, en fait. C'est vraiment une question d'équilibre. C'est surtout dans l'idée, l'objectif de provoquer déjà, avant tout. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait du militantisme, c'est en provoquant. Après, je pense quand même que la langue française a une grammaire, même si on pourrait dire que c'est une grammaire qui est sexiste, fondamentalement. Il y a beaucoup de... Quand même, notre langage a un passé un passé sexiste, pardon. Donc je comprends le fait qu'on veuille faire de la provocation, mais en même temps, il faut trouver un juste milieu et pas tomber finalement dans un espèce de fanatisme, je dirais, qui du coup ferait tomber la cause, en fait, puisqu'elle s'ouvrirait à des critiques qui ne seraient pas forcément infondées, je trouve. Moi, je trouve ça j'aime beaucoup ce type d'expérience, parce qu'on voit à quel point on a tous intégré cette idée que le masculin l'emporte, et puis finalement, on se rend compte comment notre langue, elle aussi, est marquée par certaines représentations sociales qui sont elles-mêmes chargées d'un certain sexisme, en fait, puisque le masculin l'emporte, c'est cette idée que le masculin vaut plus, etc., etc. Alors moi, j'aime bien ce genre d'action, parce que justement, elles permettent en fait de mettre le doigt sur des choses naturalisées. Alors, comme on en parle dans votre partage, c'est vrai que ce n'est pas forcément la panacée, mais c'est une manière de mettre en débat, et en tout cas de poser la question, puisqu'on sait que cette décision, en tout cas grammairienne, qui veut que le masculin l'emporte, elle est elle-même historiquement datée, et elle montre justement à un moment donné comment en fait ces questions de genre en fait ont été centrales, et une langue, elle est amenée à bouger. Une langue, elle est amenée à changer. De toute façon, on ne parle plus comme les grammairiens de l'époque. Et moi, je trouve personnellement, par exemple, que le « yel » au pluriel pour dire « il » et « elle », être davantage inclusive est très utile. Dans les rues de Genève, des fois, il y a des panneaux comme ça où les femmes, justement, sont représentées sur les panneaux et pas forcément juste les hommes. Du coup, est-ce que tu penses qu'il faut enlever les hommes des panneaux et puis rajouter des femmes, ou mettre les deux ? Moi, je vois pas ce qu'il y a contre à laisser les hommes pour le sujet-là. Je veux dire, tant que le message est clair de traverser, je vois pas pourquoi les gens devraient perdre du temps ou même de l'argent pour changer quelque chose. Alors qu'au final, est-ce que réellement, en changeant ça, ça va avoir un réel impact ? Les noms de rue, je veux bien, mais ça, pour moi, non. Moi, je pense que c'est pas vraiment forcément ça qui va mettre un terme au patriarcat, mais c'est peut-être un moyen finalement de faire des petits pas en avant comme ça, des petits gestes de tous les jours, des petits panneaux, des petits trucs qui permettent de se sentir plus inclus dans la société, puisque c'est vrai que dans l'espace public, puisque longtemps la femme elle a été invisibilisée, et donc du coup je trouve que c'est une bonne initiative de le faire, même si à titre personnel je pourrais comprendre les critiques qui diraient que ça sert à rien et qu'il faudrait des mesures bien plus concrètes. Alors moi, je salue évidemment tout le travail qui a été fait à Genève. C'est extrêmement important en fait, parce qu'on se dit c'est pas grand-chose, c'est juste symbolique.
Mais pour moi qui ai travaillé depuis longtemps sur la question des genres et de l'espace public, on sait, et d'ailleurs c'est un slogan qui a été pas mal repris à la radio, dans les médias, etc., que la ville est faite par et pour les hommes. Hein. Donc cette construction de l'espace public comme étant un espace davantage masculin, les questions de harcèlement de rue qui renvoient aussi à cette idée que l'espace public est avant tout masculin et qui renvoie le féminin plutôt à la domesticité, au privé. Et donc là, on est, encore une fois, dans une tentative de montrer, de mettre le doigt sur des formes naturalisées de différenciation, en tout cas, et de hiérarchisation entre le masculin et le féminin. Et donc, je trouve que ce sont en tout cas des actions qui ont le mérite d'exister et qui ont le mérite d'ouvrir le débat.